Bonjour à tous, nous sommes le lundi 11 mai et pour commencer le journal du jour, nous allons évidemment revenir sur le Classico entre le Barça et le Real Madrid, une victoire du FC Barcelone qui n'aura pas forcément surprise vu le contexte des deux clubs, mais disons que voir le Barça sacré à l'issue d'un Classico et en plus dans un contexte où le Real est plus bactère, ça reste quand même un petit événement. On parlera également du match entre l'AS Monaco et du LOSC, on parlera de l'avenir d'Akliouche, de l'avenir d'Ederson et question de clôturer le journal en restant du côté de la Première Ligue parce qu'Ederson ça concerne Manchester United. On ira cette fois du côté d'Arsenal qui a eu une victoire complexe, asphyxiante, stressante face à West Ham, mais une victoire qui est surtout cruciale. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Est-ce que Mbappé est malveillant ou est-ce qu'il est complètement idiot? Alors je sais la question peut sembler sévère, mais finalement la poser de manière binaire, c'est presque rendre service à l'attaquant français. Vous l'avez peut-être vu, mais ce week-end il y a eu une polémique absolument énorme autour du Classico, qui Mbappé ne pouvait pas être aligné, il était blessé, il a regardé le match de chez lui et il a fait une story Instagram pour dire à la Madrid, pas lorsque le match a débuté, mais lorsqu'il y avait déjà 2-0 et que ses coéquipiers étaient en train de se faire rincer par le FC Barcelone. Alors forcément il en fallait pas plus pour qu'on ait des tweets qui accusent Kylian Mbappé d'avoir fait ça pour souligner le fait que l'équipe jouait mieux sans lui, et beaucoup de personnes y ont vu de la malveillance. De mon côté, je me dis que c'est pas forcément de la malveillance, mais ça peut être de la bêtise également. À quel moment Kylian Mbappé fait ce tweet sans s'interroger sur la manière dont il va être interprété? On sait que tout est interprété autour de Kylian Mbappé. Eh bien forcément, tu balances cette story Instagram à ce moment-là, tu sais qu'il va y avoir ce genre d'interprétation. Alors troisième hypothèse, peut-être que Mbappé n'est pas malveillant, peut-être qu'Mbappé n'est pas idiot, peut-être qu'Mbappé en a juste rien à faire, mais là aussi, j'y vois un petit souci. Bref, assez parlé de Kylian Mbappé, on va parler du résultat qui aurait peut-être été meilleur avec Mbappé, aurait peut-être été le même avec Mbappé, mais en tout cas a été à la faveur du Barça et pas du Real Madrid. Ça fait 2-0, voici les compos qui étaient alignés. Beaucoup d'absents du côté du Real entre les blessés réguliers et les mecs qui ont perdu à la bagarre. Courtois toujours au rendez-vous, c'est une dinguerie à quel point c'est une valeur sûre. J'ai également aimé Brahim Diaz, c'est peut-être pas la star de l'équipe, mais c'est une valeur sûre lui aussi. Les vrais bons joueurs de la rencontre sont à chercher du côté du FC Barcelone. On a eu Pedri et Gavi qui au milieu de terrain ont été une association assez intéressante. J'ai également envie de parler de Rashford, de buteur qui cherche un petit peu à se valoriser alors que son avenir est aujourd'hui en suspens. Et il y avait aussi beaucoup d'absents du côté du FC Barcelone, il faut le souligner. On a du Rafinha qui est entré mais qui pouvait pas être aligné au départ. On a du Yamal qui est blessé. Bref, globalement, c'est un bon match du FC Barcelone, mais globalement, c'était quand même pas le Classico du siècle. J'ai pas trouvé que c'était un match extrêmement intéressant à suivre. J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément d'actions individuelles de folie. Et finalement, le FC Barcelone a marqué ses deux buts très rapidement, ce qui fait que le reste de la rencontre a pas donné lieu à beaucoup d'ouverture. Il y a assez peu de buts attendus, il y a assez peu de tirs. C'est une victoire méritée, mais ce qu'on va surtout retenir, c'est que le Real Madrid se prend une gifle au pire moment et que le FC Barcelone a un sacre bien mérité en Liga. Ils ont 91 points plus 60 en goal average. J'ai juste envie de dire bravo messieurs pour la saison, tout simplement. Monaco, ça gâche tout, ça gâche tout cette saison, c'est tellement irrégulier, défaite 0-1 face au LOSC et une défaite qui va être lourde de conséquences parce que finalement elle pousse l'AS Monaco à la 7ème position du classement de Ligue 1 alors que c'est un des plus gros budgets français. Tu as le risque de ne pas avoir de Coupe d'Europe, ce qui serait évidemment une faillite collective assez majeure parce que les ambitions monégasques c'est pas seulement l'Europe, c'est la Champions League et quand tu sais ce que va rapporter la Ligue 1 en droit TV, tu comprends que se priver de Coupe d'Europe, c'est se mettre dans une situation économique extrêmement compliquée. Pour cette défaite, voici les compositions qui étaient alignées. Lille marque sur une erreur au milieu de terrain qui amène une transition et c'est Zakaria qui marque contre son camp. Je trouve que c'est un symbole qui est assez lourd parce que Zakaria repositionné en défense, c'est un truc qui marche bien du côté de Monaco. Il a apporté un peu de stabilité à une défense qui était très irrégulière, mais là, comme tout un symbole, c'est lui qui marque contre son camp. Alors il n'est pas coupable sur l'action, il y a beaucoup de trucs à redire sur cette action, mais c'est pas Zakaria qui a pointé du doigt, reste que il ressort comme étant le joueur qui fait le contre son camp. Il fallait bien ça pour que le LOSC marque, parce que finalement il n'y a aucun attaquant qui a véritablement brillé au cours de cette rencontre. C'était un match assez fermé, Boadi a pas fait un match exceptionnel, en face guère mieux. En fait il y a grosso modo que Meunier qui m'a convaincu, c'est dire. Si on regarde les stats de la rencontre, très peu de tirs attendus, très peu de tirs tout court même, entre deux top clubs français on pouvait espérer mieux.
Alors le LOSC, c'est solide, c'est une équipe intéressante évidemment, mais moi mon interrogation reste du côté de Monaco, mais qu'est-ce que sont en train de nous faire les Monégasques avec des phases incompréhensibles sur cette saison? C'est très très compliqué. Akliouche au PSG, Akliouche à Liverpool, ça ce sont les dernières rumeurs chaudes relancées par le journal L'Équipe ce week-end même, mais à un moment je me pose la question suivante, est-ce qu'Akliouche il aurait sa place dans ces clubs et est-ce que Akliouche il vaut 50 millions d'euros? On va commencer par la valorisation, et bien ça tombe bien, 50 millions d'euros c'est justement la valorisation du joueur, il est pas si vieux, à 24 ans, t'es pas un prospect, t'es pas un joueur qui est vu comme une petite pépite inconnue qui peut exploser, mais t'as encore l'avenir devant toi, tu peux encore changer de dimension en termes de football, donc ça se valorise. Il a encore quelques années de contrat, c'est un international français, donc forcément ça joue en sa faveur. 50 millions, je trouverais que ce serait une belle vente du côté de l'AS Monaco, mais ce serait pas non plus le braquage du siècle. Si on regarde ses stats cette saison, il est sur ses standards de la saison passée, c'est un offensif qui peut avoir un bel impact statistique, mais c'est pas non plus un mec hors norme. Quand on regarde toutes ses stats, on le voit, et moi surtout ce que je me dis, c'est qu'il a pas surnagé cette saison dans un Monaco qui aurait bien eu besoin de lui. Alors est-ce qu'Akliouche est un joueur intéressant? La réponse c'est évidemment oui. Est-ce qu'il peut donner des choses dans de bons clubs? La réponse est encore une fois oui. Mais du côté du Paris Saint-Germain ou de Liverpool, évidemment il n'aurait pas le niveau pour être un titulaire à court terme. Il est peut-être un petit peu, entre gros guillemets, vieux par rapport à certains prospects pour être le joueur que tu fais venir pour qu'il grandisse sur le banc. Il a besoin de jouer, Akliouche. Et à 50 millions d'euros, ça fait quand même cher le remplaçant, donc j'attends de voir où sera son avenir, mais tout ça me laisse assez interrogatif. Ederson pour prendre la suite de Casemiro à Manchester United, est-ce que vous signez? Les médias italiens annonçaient ça comme étant quasiment bouclé, Fabrizio Romano a mis une petite climatisation, mais dans le même temps il a quand même confirmé que des négociations étaient en cours. Alors concrètement, qu'est-ce que le joueur de l'Atalanta pourrait apporter? On commence avec sa petite fiche d'identité, il a 26 ans, il évolue donc à l'Atalanta et sa fin de contrat tombe dans un an, il n'est pas soldé pour autant, on parle de 40 à 45 millions d'euros pour le recruter, grosso modo sa valorisation, et ce serait une belle plus-value puisqu'il a coûté moins de 23 millions d'euros, pas 23 000 euros, faut pas déconner, en 2022. Alors, Ederson, c'est un profil que je juge assez intéressant dans l'optique de remplacer Casemiro, parce que c'est pas un décalcage de l'autre milieu brésilien. Ils sont tous les deux brésiliens, ils sont tous les deux milieu de terrain, mais ils vont pas faire la même chose. Du côté de Casemiro, on a évidemment plus d'expérience, on est un peu plus en vue sur les tâches défensives, mais Ederson, il va offrir quelque chose de relativement différent. C'est une grosse activité sur le terrain, c'est un joueur qui est davantage vu comme un box-to-box, c'est pas un pur numéro 6, il évolue en double pivot, mais surtout, il court beaucoup, il sprint beaucoup, il représente peut-être la mobilité qui manque à un Casemiro et qui est recherché par le nouvel entraîneur de Manchester United. Carrick trouverait avec Ederson un joueur qui a un profil Premier League qui est assez rare à trouver en Serie A. Souvent on décrit la Serie A comme un championnat tactique, comme un championnat un peu plus lent, comme un championnat où il n'y a pas la même intensité que le championnat anglais, mais Ederson pour le coup, tu regardes ses matchs et c'est pas l'intensité qui risque de lui faire peur, c'est pas le coffre qui risque de lui manquer, donc franchement pour rafraîchir un petit peu Manchester United ça peut être intéressant. On sait que les Red Devils ont du budget, ne serait-ce que parce que Casemiro va partir certes librement, mais il va surtout laisser un énorme salaire de dispo. Donc, affaire à suivre, mais c'est très crédible. Arsenal poursuit sa quête pour être le club le plus détesté d'Angleterre. Évidemment, je dis ça parce que ça attire la jalousie d'être sur le point de remporter la Première Ligue, mais surtout, il faut interroger la manière. Beaucoup de personnes sont sceptiques face au jeu des Gunners, et il faut dire que cette victoire remportée 1-0 à West Ham va alimenter le moulin des critiques d'Arsenal. Mais moi, de mon côté, j'ai juste envie de dire bravo messieurs, parce que certes, c'est pas un festival de buts, mais en attendant, maîtriser comme ça, c'est limite du grand art. Voici les compos qui étaient alignés pour cette victoire 1-0 du côté de West Ham, la grande équipe d'Arsenal qui était alignée, la continuité pour être sûr de briller. Alors Raya a brillé, c'est pas forcément toujours bon signe, t'as charnière centrale également, et ça fait ressortir un match où Arsenal a été avant tout solide. C'est le mot qui ressort sur Arsenal dernièrement. C'est certes une équipe avec beaucoup de talent, c'est certes une équipe qui peut compter sur les déséquipes de génie de Bukayo Saka, mais aujourd'hui, ce qui fait la force d'Arsenal, c'est sa solidité, c'est son gardien qui enchaîne les bons matchs, c'est sa charnière qui est une des meilleures d'Europe, et
Il aura fallu être patient pour que le score se déverrouille, il aura fallu un éclair de Trossard, il aura fallu également l'entrée d'Odegaard, peut-être qui a apporté un petit peu de fluidité dans le jeu, mais ça a été un match qui a été quand même très fermé, avec assez peu d'occasions, une possession du côté des Gunners, mais qui n'a pas donné lieu à 4 millions d'expected goals, et t'as même tremblé à la fin, parce que t'as cru qu'il allait avoir une égalisation du côté de West Ham. Alors moi, ce que je vais retenir, c'est surtout qu'Arsenal prend une très belle option pour aller chercher cette première ligue. Mathématiquement, ils sont pas d'ores et déjà sacrés, mais quand même, ça sent bon. Et ce match, il était très compliqué, il était très stressant, et c'est le genre de rencontre où on critiquait Arsenal parce qu'ils avaient tendance à choquer. Ici, ils ont été solides mentalement, donc chapeau aux joueurs d'Arteta. Terminé pour le journal du jour, je n'ai pas encore tranché sur le sujet de l'après-midi, donc je vous donne sobrement rendez-vous aux alentours de 17 h. Kiffez bien votre journée, salut!